Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction et aux séries cultes présente. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il ne vous reste qu'un recours, un seul, l'agence tout risque. Cette intro, dite par la voix de Dominique Paturel, laissait la place ensuite au mieux au générique original musical ou au pire à l'horrible générique français chanté par Noam Caniel en duo avec Nick Carr. Quoi qu'il en soit, il a laissé des souvenirs impérissables dans nos mémoires. Bienvenue dans Phase S, numéro 34, dédié à The Haitium, ou si vous préférez, l'agence tout risque. Et nous espérons que cette émission se déroulera sans accroc. Tout commence par le licenciement de Stephen J. Cannell de la chaîne ABC au début des années 80. En effet, Cannell n'a pas réussi à créer de série à succès pour la chaîne et se voit donc renvoyé. C'est Brandon Tartikoff, le président de NBC à l'époque, qui le repêche et lui commande un premier projet pour la chaîne. Vous savez, Tartikoff, c'est le type qui a donné carte blanche et les moyens financiers phénoménaux à Kenneth Johnson pour qu'il puisse faire sa célèbre série V, Les Visiteurs en 1984. Tartikoff lui demande alors un projet qui serait un mix du film Les 12 salopards, de la série Mission Impossible, du film Les 7 mercenaires ou encore Mad Max. Cannell se rapproche alors de son vieux complice Frank Lupo, connu entre autres choses pour Rick Hunter, Un flic dans la mafia, Raven, Riptide et d'autres. Ils écrivent le pilote de The A-Team sans grande conviction et sans penser que cela deviendra une série à succès. Mais Tartikoff, qui a du flair pour le succès, pressent le potentiel et valide le projet. Cannell a sa propre idée de la série qu'il veut faire, mais lors d'une réunion avec Universal Television, qui va coproduire la série, les dirigeants de Universal imposent leur idée à Cannell, qui ne peut refuser. La production de la série commence alors. La production de la série démarre et elle va coûter cher. On estime entre 500 et 600 000 $ le budget du pilote et des épisodes de la série. Ce sera d'ailleurs une des raisons de son annulation, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour les réalisateurs, on retrouve bien évidemment ceux de l'époque qui ont officié sur les séries des années 80. À savoir en vrac, Michael O'Leary qui a travaillé sur la série Hawaii Police d'État avec Jack Lord, L'homme qui tombe à pic ou encore Mannix, ou bien Dennis Donnelly, connu lui pour Drôle de dame ou L'amour du risque. Nous avons également Craig R. Baxley, un cascadeur d'Hollywood célèbre qui a travaillé sur la série Shérif fais-moi peur. Nous ne présentons plus David Hemmings et enfin Tony Mordaunt qui lui a officié sur 7 à la maison, Walker Texas Ranger ou encore Le juge et le pilote. Nous avons aussi dans les principaux réalisateurs Sidney Hayers, bien connu des fans de la série Chapeau melon et bottes de cuir, même veine pour les scénaristes de la série. Cannell et Lupo assurent la majorité des scripts et superviseront ceux de Bill Nuss qui a travaillé sur Le Rebelle, 21 Jump Street et Booker. Ou encore les scénarios de Richard Christian Matheson, le fils du célèbre Richard Matheson, bien connu des fans de science-fiction. Et enfin ceux de Tom Solozzi et Mark Jones. Pour les producteurs de la série, nous trouvons en tête, outre Cannell et Lupo, John Ashley, un ancien acteur qui a vu sa carrière lancée par John Wayne, rien que ça. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que dans la version originale de l'agence tout risque, c'est lui, John Ashley, le narrateur, qui dit le texte d'intro du générique. Nous avons également Joe Swerling Jr. qui a produit, lui, des séries comme Rick Hunter, 21 Jump Street et bien d'autres. Nous avons aussi Gary Winter, Alan Cassidy et Rob Bowman qui ont tous travaillé sur à peu près les mêmes séries. Bowman ayant produit aussi la série Castle. Bref, que du beau monde. Bien entendu, c'est tout naturellement les vieux comparses de Cannell, Pete Carpenter et Mike Post, qui ont travaillé sur les musiques de la série et qui ont créé le générique de celle-ci. Gary Scheinman viendra également en renfort pour quelques thèmes sur certains épisodes. John Capper Jr., qui était sur les mêmes séries, assurera lui la supervision du département musical. Il y aura même Isaac Hayes qui composera des musiques le temps d'un épisode. Si ça, ce n'est pas la classe... Al Di Sarro qui a travaillé sur la série Ralph Super Hero, les 2 premiers Die Hard, Predator ou encore sur les films de The Transformers, assure les effets spéciaux de la série. C'est lui qui gérera les nombreuses explosions du show.
Enfin, c'est bien évidemment Craig R. Baxley, cité précédemment, qui coordonnera et supervisera les cascades de la série. C'est à lui que nous devons les nombreuses envolées et loopings de voitures de la série qui sont envoyés dans le décor par l'équipe d'Hannibal et qui fait que les méchants s'en sortent toujours vivants, même après un décollage impressionnant de leur véhicule. C'était ça aussi qu'on adorait dans la série. Shelley Mason, qui a travaillé sur Stingray ou Rick Hunter, sera la responsable des costumes sur la série, et Bob Bergdahl, connu pour Serge Anderson, L'île fantastique ou Diagnostic meurtre, présent en tant que caméraman principal de la série, complète le staff technique. Il faut maintenant trouver les vedettes, qui vont composer l'équipe de la série. Pour le personnage de Bosco Albert Baracus, pas de problème. Tartikoff a été tellement impressionné par Mr. T dans Rocky III l'année précédente qu'il a fait écrire le rôle de Baracus uniquement pour lui. Pour le leader du groupe, et donc la vedette de la série, le choix se porte d'abord sur l'acteur James Coburn. Il est bien connu en France pour son rôle dans le film Les 7 mercenaires, ou évidemment celui de l'agent secret Flint dans les 2 films qui parodient les James Bond. On a pu le voir aussi dans La Grande Évasion et un tas d'autres films ou séries TV. Mais Coburn refuse le rôle. George Peppard, dont la carrière décline depuis quelques années, notamment à cause de son très mauvais caractère qui le rend ingérable sur les tournages et de ce fait est blacklisté partout, postule pour le rôle et l'obtient. En effet, ayant lu le script, Peppard adore le personnage d'Hannibal et surtout ses multiples déguisements qu'il trouve amusants et rafraîchissants. Contrairement à Cannell, Peppard, lui, dira avant même qu'il commence à filmer les premières scènes que la série sera un succès immense. Peppard déclara aussi « J'ai pris le rôle d'Hannibal Smith car j'aimais le personnage et le fait qu'il se déguise. Et j'avais aussi besoin d'argent. Lorsque vous êtes comme moi, après plusieurs divorces, c'est vraiment la ruine. » La série va devenir rapidement très populaire. George Peppard encaissera alors 50 000 $ par épisode et dans les dernières saisons, son salaire atteindra 65 000 $ par épisode, faisant de lui l'une des stars du petit écran les mieux payées de cette époque. Enfin, Peppard ne prendra jamais le rôle d'Hannibal Smith au sérieux. Il dira d'ailleurs plus tard que c'était vraiment son moment de détente où il se lâchait lorsqu'il incarnait ce rôle. Il déclara aussi qu'à partir de la fin de la seconde saison, l'amusement avait laissé place à la routine et l'ennui. Vient ensuite le rôle de l'escroc de l'équipe, The Face, ou si vous préférez en français, le futé. Là aussi, normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Cannell et Shapiro ont spécialement écrit le rôle en pensant à Dirk Benedict, que l'on a vu quelques années auparavant dans le rôle de Starbuck dans la série Galactica de 1978. Mais il y a juste un léger problème. NBC ne veut pas entendre parler de Dirk Benedict. La chaîne exige que le rôle soit joué par quelqu'un d'autre. Soit, c'est donc l'acteur Tim Dunnigan qui incarne donc Templeton Peck ou The Face, alias le futé dans l'épisode pilote. On a pu le voir dans le rôle titre de la série Captain Power et les Soldats du Futur, ou encore Le Monde Merveilleux de Disney dans le rôle de Davy Crockett, ou bien la série Mr. Smith. Dwight Schultz rejoint le casting pour le personnage de Howling Mad Murdoch, ou si vous préférez, Looping. Et il a bien failli ne pas rester. En effet, NBC, encore eux, veut que le personnage de Looping soit supprimé car il le juge trop extravagant. Mais lors de la projection test, le personnage reçoit les meilleures notes. Il est tellement adulé par le public test que NBC n'a alors que d'autre choix que de le garder. Dwight Schultz racontera une anecdote amusante. Lors du premier jour de tournage, il se présente à George Peppard en le saluant très poliment, avec beaucoup de respect. Peppard répondra alors à Dwight Schultz « C'est sympa, mais vous savez, je ne suis pas un type très gentil », avant de tourner les talons. Et retenez bien ça, car cela posera beaucoup de problèmes sur le tournage de la série. Ne reste plus que l'élément féminin du groupe, et nous la trouvons en la personne de la fantastique Amy Allen AAA. En effet, Amy Amanda Allen est une journaliste qui veut libérer son ami journaliste Al Massey, retenu prisonnier au Mexique par le colonel Flore. Pour cela, elle fait appel à Hannibal et son équipe, qui l'adopteront immédiatement. Melinda Culea ne restera hélas que 24 épisodes. Nous reviendrons plus tard sur les raisons de son départ de la série. On a pu voir l'actrice dans Salut les frangins, Côte Ouest, Glitter ou encore Hospital St. Elsewhere. La beauté naturelle de Melinda Culea et la gentillesse qu'elle dégage à travers son personnage étaient vraiment très agréables. Ce fut une grande perte pour la série lors de son départ. Enfin, ce ne sera pas moins que 3 militaires haut gradés qui poursuivront sans relâche Hannibal et son équipe. Ainsi, le premier est le colonel Lynch, incarné par l'acteur William Lutking. On a pu le voir dans les séries telles que Sons of Anarchy, Arabesque, Jag et d'autres.
Il partira au bout de 3 épisodes et sera remplacé par le colonel Decker, qui est interprété par l'acteur Lance Lego qu'on ne présente plus tellement. Il est bien connu des séries US, et notamment pour son rôle de Alamo Joe Hogan dans la série La Malédiction du loup-garou. Il restera pour 20 épisodes de la série tout de même. Et il sera finalement remplacé par le général Fulbright, joué par l'acteur Jack King, que l'on a pu voir au hasard dans Riptide dans le rôle du lieutenant Quillan. Le pilote est rapidement mis en boîte, ce sera d'ailleurs une des particularités de la série. Beaucoup d'épisodes étaient tournés et mis en boîte seulement 5 semaines avant la diffusion sur NBC. Et c'est un succès immédiat. En effet, le pilote diffusé juste après le Super Bowl 17, le 30 janvier 1983, atteint 26,4% de part d'audience et se classe ainsi dans le top 10 des meilleures émissions classées par l'Institut Nielsen. Ce qui plaît est surtout la violence caricaturale de la série. En effet, les héros et les méchants tirent de tous les côtés, les voitures valsent à travers l'écran, mais il n'y a jamais un seul blessé ou un seul mort. Dans toute la série, il n'y aura sur les 97 épisodes qu'une seule victime présumée. Nous reviendrons sur ce sujet également. Une saison 1 est donc mise en chantier, s'accompagnant des premiers problèmes de tournage, et la diffusion à travers le monde commence également. L'épisode pilote est donc un immense succès. Mais on constate immédiatement que Tim Donningham ne convient pas pour le rôle de futé. La raison officielle invoquée est qu'il fait trop jeune à l'écran pour incarner un vétéran du Vietnam. Car la série raconte l'histoire de 4 anciens militaires du Vietnam, des anciens bérets verts. Le colonel John Hannibal Smith, le capitaine Mad Murdock, le lieutenant Templeton Peck et le sergent Bay Baracus sont accusés d'un vol et d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Malheureusement, l'homme et les preuves qui pouvaient les innocenter sont à jamais perdus. On découvrira d'ailleurs plus tard, au fil des saisons, le fin mot de l'histoire et ce qu'il s'est réellement passé. Ils se sont donc échappés avant leur procès et fuient désormais l'armée. De retour aux États-Unis, ils utilisent leur talent propre à chacun de militaires pour venir en aide aux gens qui ne peuvent pas faire face à des gangsters ou autres bandits. Ainsi, Hannibal est un fin stratège, Futé est un escroc hors norme qui vendrait de la glace à des Esquimaux, Looping est un pilote exceptionnel et complètement cinglé, et Barracuda est la force de frappe brute de l'équipe. Ils sont aidés dans leurs aventures par leur journaliste Amy Allen qui intègre leur équipe. Tous sont inlassablement poursuivis par l'armée qui veut les capturer. À bord de leur van, un modèle GMC de 83, Vendora Cargo modifié spécifiquement pour la série, ils parcourent l'Amérique pour venir en aide à ceux qui font appel à eux. La série va s'étaler sur 5 saisons, pendant 98 épisodes de 50 minutes, sauf pour le pilote qui en regroupe 2 et dure 1h30. D'ailleurs, jugé trop long, le pilote sera coupé en 2 épisodes pour être diffusé à la télévision. Donc, Tim Donningham est jugé trop jeune. On cherche alors un acteur plus âgé et en urgence, Dirk Benedict est rappelé. L'acteur explique qu'il a juste eu le temps de faire un régime et de prendre le rôle. Mais pas d'incidence sur la série. À la fin de la première saison, les audiences sont au top et elle dévaste tout sur son passage. Mais sur le plateau de tournage, rien ne va. Peppard et Mr. T ont un ego surgonflé à l'hélium et ni l'un ni l'autre ne peuvent se souffrir. Ils ne s'adressent même plus la parole. C'est Dirk Benedict qui joue les messagers entre les deux acteurs. La raison ? Peppard ne supporte pas que Mr. T et son personnage de Barracuda aient plus de succès que lui alors qu'il est un nouvel acteur et qu'il n'a pas autant d'expérience. Peppard est jaloux du succès de Mr. T qui est devenu officieusement la vedette de la série. Quant à Mr. T, il n'est pas en reste. Il ne comprend pas pourquoi Peppard est la star du show alors que son personnage est moins plébiscité que le sien. Il ne supporte plus cette situation et enrage envers Peppard. C'est bien lui qui devrait être la vedette officielle. Cette fois-ci, une autre histoire d'ego a des conséquences sur la série. En effet, le personnage de Melinda Culea est très apprécié des fans. L'actrice demande de plus en plus de scènes à l'écran. C'est pour cela qu'on la voit davantage dans l'action avec l'équipe. Mais cela n'est pas du goût du trio d'acteurs. Et surtout, une fois de plus, à George Peppard qui ne peut plus la voir. Il usera alors de son statut de vedette pour faire évincer l'actrice. Et c'est ainsi qu'au milieu de la saison 2, Amy Allen disparaît purement et simplement de la série. Elle sera remplacée pendant un temps par son amie Tanya Baker, incarnée par l'actrice Marley Isley. Mais le rôle ne sera pas vraiment repris. La raison de tout cela ? George Peppard ne voulait pas d'éléments féminins dans l'équipe depuis le début.
car c'était une série d'hommes. Mr. T aussi ajoutera son grain de sel en disant que Melinda Culea ne cessait de demander plus de temps de présence à l'écran pour être avec l'équipe. Et il lui aurait dit en face que cela était ridicule car elle était journaliste et non une ancienne militaire comme eux. Même Dirk Benedict sortira aussi son petit refrain sur l'actrice en déclarant qu'elle arrivait toujours de mauvaise humeur sur les plateaux de tournage et que cela mettait une mauvaise ambiance sur la série. Cela serait remonté aux oreilles de la production qui voulait que l'ambiance soit bonne sur le tournage. Enfin, Benedict conclura en disant que c'était un show d'hommes, fait par des hommes, et que les actrices n'étaient là pour la majeure partie du temps de la série que pour être belles et tomber dans les bras des héros. Et rien d'autre. Malgré le départ de Melinda Culea et la mauvaise ambiance entre Peppard et Mr. T, la série poursuit son ascension et cartonne jusqu'à la fin de la 3e saison. Les coûts exorbitants de la production sont donc acceptés car la série a un immense succès, mais alors que démarre la saison 4, celle-ci commence mal. Mr. T, qui vient d'avoir un décès dans sa famille, doit précipitamment quitter le tournage en hélicoptère. Le réalisateur qui ne supporte pas ça le renvoie purement et simplement de la série. Mr. T appelle Cannell pour avoir des explications et les deux hommes trouvent une entente. Barracuda est de retour dans le show. Malheureusement, la série commence à lasser les téléspectateurs. Au milieu de la saison 4, la série a une forte chute d'audience qu'elle n'arrive pas à endiguer. La production se demande s'ils doivent faire une saison 5 car les faibles taux d'écoute désormais ne justifient plus les coûts toujours plus élevés du show. En effet, ils sont passés de 26% de part d'audience à 17% et la série dégringole en 19e position et sort ainsi du top 10 des émissions les plus regardées. Elle perd ensuite encore une place pour le reste de la saison 4. Après 4 ans à la diffuser le mardi à 20h, la dernière saison est déplacée à la même heure le vendredi. On décide donc de changer le modèle de l'équipe en faisant venir un nouveau protagoniste, le général Hunt Stockwell, qui sera interprété par Robert Vaughan. On ne présente plus Napoléon Solo de la série des agents très spéciaux. Robert Vaughan avouera plus tard qu'il est venu sur la série uniquement parce qu'il était un grand ami de George Peppard. Et il ajoutera qu'il pensait que sa présence pourrait atténuer les tensions entre Peppard et Mr. T, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Il y a d'ailleurs un petit détail amusant à noter dans cette dernière saison avec Robert Vaughan. Un clin d'œil est fait à la série des agents très spéciaux. Dans l'épisode 6 de la saison 5, l'épisode s'intitule The Say Uncle Affair, en référence au titre original de la série The Man from Uncle. Dans cet épisode, l'invité vedette n'est autre que David McCallum, qui jouait le rôle d'Ilya Koryakin. Dans l'épisode de l'agence Tourisk, il joue l'ennemi de Stockwell et l'équipe doit venir sauver ce dernier. Il faut noter que c'est dans cet épisode que l'on verra pour la dernière fois les deux acteurs, Robert Vaughan et David McCallum, réunis ensemble à l'écran. Un autre personnage, en la personne de Frankie Santana, sera également ajouté au groupe. Il est incarné par l'acteur Eddie Velez, que l'on a pu voir dans Port Charles ou encore Des jours et des vies. Avec sa venue, il sera d'ailleurs amusant de constater que 3 acteurs de la série avaient une expérience militaire réelle. Ainsi, George Peppard avait été dans les Marines, Eddie Velez, lui, a servi dans l'US Air Force et Mr. T était dans la police militaire. Tia Carrère, qui apparaît dans le dernier épisode de la saison 4 et qui éclaircit toute l'histoire à propos du vol et du crime dont est accusée l'équipe d'Hannibal, devait à la base rejoindre le cast pour la saison 5. Mais cela restera sans suite. Malgré cela, rien n'y fait. Le dernier épisode, diffusé le 8 mars 1987, ne propose pas de vraie fin. La série sera un immense succès et sera diffusée dans le monde entier. Les acteurs se seront tout le temps tirés dans les pattes. Par exemple, une tournée de promotion était prévue aux Pays-Bas en 1984. George Peppard reçoit en premier l'invitation et pense qu'il n'y a que lui d'invité. Lorsqu'il apprendra que les autres acteurs le sont aussi, il refusera d'accompagner ses acolytes. D'ailleurs, ils seront obligés de partir plus tôt que prévu, car la popularité des acteurs était telle que cela a failli tourner à l'émeute. Par mesure de sécurité, les acteurs ont donc été évacués. Dwight Schultz s'excusera pour ce départ précipité plus tard dans une vidéo et remerciera le public qui était venu les voir. En 2006, l'émission Bring Back, animée par Justin Lee Collins, tentera de réunir tout le casting de la série, à l'exception de George Peppard, décédé. Tous répondront présents, sauf Mr. T, mais sera interviewé tout de même.
Il y aura donc Dirk Benedict, Dwight Schultz, Maria Isley, Jack King, William Lucking, Lance Lego et Christian Peppard, le fils de George. Il y avait également Stephen J. Cannell, mais hélas pas Melinda Culea. Dans les bizarreries de la série, on peut noter les choses suivantes. Le véritable prénom de Murdoch ne sera jamais dit dans la série. Dans l'épisode 9 de la saison 3, intitulé en français La dernière séance, l'équipe d'Hannibal combat un groupe d'imposteurs qui se font passer pour eux. 2 des acteurs, qui incarnaient les faux personnages de l'agence Tourisque, étaient en fait des cascadeurs de la série. Peut-être même les doublures des acteurs eux-mêmes pendant des scènes de bagarre. Amusant, non ? Les plaques d'immatriculation du van de Barracuda changeront pas mal de fois au cours de la série. Cela vient du fait que la production n'arrivait pas à obtenir une licence permanente pour le véhicule. Seul et unique mort de toute la série est donc le général Fulbright dans le dernier épisode de la saison 4. Il faut savoir que cela était devenu un sujet de plaisanterie sur la série. Dans chaque épisode, il devait y avoir des cascades, crash de voitures, des bagarres et des scènes de tir à tout va, sans que jamais il n'y ait un seul blessé. Au cours de la série, on peut voir dans un épisode une Pontiac qui fait bien sûr penser à K2000. Mais pas seulement. Dans le premier épisode de la saison 4, un Bell 222 apparaît à l'écran pour enlever une jeune fille qui fait du jet ski sur la mer. Si on peut penser immédiatement à Airwolf, Supercopter si vous préférez pour la référence, on dit qu'il s'agissait en fait bel et bien du Bell 222 qui était utilisé dans la série Airwolf, mais sans le maquillage et sans les turboréacteurs. De même, dans l'épisode 9 de la saison 1, la voiture d'Amy Allen est une Renault 5 siglée le car. Elle finira totalement carbonisée dans le but de battre les méchants. Les chaînes en or que portait Mr. T autour du cou tout au long de la série pesaient près de 20 kg. Si l'épisode pilote n'a pas de générique, à partir de l'épisode 2 dans lequel Dirk Benedict prend le rôle, le générique présente un extrait où celui-ci réagit devant le passage d'un Cylon. Bien entendu, c'est un clin d'œil à son rôle quelques années plus tôt dans la série Galactica où il incarnait le lieutenant Starbuck. À ce propos, il a le même grade que dans l'agence Tourisque. Cette scène se déroule dans l'épisode 10 de la saison 2 lorsque l'équipe doit retrouver les Stern. Hannibal ne sera d'ailleurs pas en reste avec son personnage du monstre du lac qu'il incarne dans la saison 1. Dans un épisode, le futé pour délivrer Murdoch vient en tant que psychiatre et se fait appeler le Dr Pepper en référence au soda bien connu. En France, cette blague est passée totalement inaperçue car, à l'époque et aujourd'hui encore, peu de gens connaissent la boisson. Le personnage de Tanya Baker portait le prénom de la fille de Stephen J. Cannell qu'il venait juste d'avoir. Au début de la série, l'équipe d'Hannibal utilise des armes standards en référence avec le Vietnam. Pistolet Colt 45, fusil M16, mitrailleuse M60, lance-grenade M79, fusil à pompe Remington 870 de chasse et des fusils de précision Remington 700. Plus tard, ils remplaceront les M16 par des Ruger Mini 14 pliables. Futé utilisera un Magnum Smith & Wesson 357 et Hannibal un pistolet semi-automatique Smith & Wesson 9 mm. Occasionnellement, ils utiliseront aussi des mitraillettes Uzi. Le personnage d'Hannibal serait basé sur un véritable colonel. Gordon Beau Gritz était un soldat controversé des forces spéciales de l'armée. Il était populaire en raison des efforts qu'il a déployés pour récupérer ses hommes perdus après la guerre du Vietnam. Sa popularité a coïncidé à la même période de la création de la série. Le rôle d'Hannibal s'en inspire. Ce n'est que très tardivement dans la série que la police militaire comprendra que Murdoch fait partie de l'équipe d'Hannibal. En effet, dans l'épisode 9 de la saison 3, où il y a les imposteurs, Murdoch n'est pas encore connu. Ce n'est qu'au dernier épisode de la saison 3 que Decker inclut enfin Murdoch dans l'équipe. Quand on prend en compte qu'Hannibal et son équipe se sont enfuis dans leur prison en 1972 et que l'action se déroule 10 ou 12 ans plus tard, on doute d'abord des compétences de la police militaire, puis on comprend mieux pourquoi ils n'arrivent pas à mettre la main sur l'agence Tourisque. Enfin, il est à noter que le nom original de l'équipe d'Hannibal, The A-Team, est bien tiré du surnom des A-Teams, des détachements opérationnels Alpha pendant la guerre du Vietnam. Le Vietnam ayant été la première guerre dans laquelle les forces spéciales américaines ont été utilisées. C'est donc George Peppard qui incarne John Hannibal Smith en référence au célèbre stratège carthaginois. George Peppard commence sa carrière en 1956 dans le film The Big Story et tourne dans des films et des séries.
Il devient célèbre grâce au film Breakfast at Tiffany's aux côtés d'Audrey Hepburn en 1961. Il avait été pressenti pour le rôle de Vin dans le film Les 7 mercenaires, mais c'est finalement Steve McQueen qui a obtenu le rôle. C'est en 1972 qu'il a le rôle qui va le rendre célèbre dans le monde entier, Banachek. À la fin de la série, en 1974, on le revoit peu après dans Doctor's Hospital, puis des petits rôles dans des séries comme Chips ou Bizarre Bizarre. George Peppard rencontre de graves problèmes d'alcoolisme en 1978, mais arrive à s'en sortir en 1979. Ensuite, il s'impliquera activement à aider les autres malades. En 1983, il décroche le rôle titre dans l'agence Touriste. Son agent lui aurait d'ailleurs dit « Si tu n'arrives pas à conserver ce rôle, ta carrière est terminée ». En effet, George Peppard, même s'il aimait le personnage qu'il devait incarner, n'était pas très chaud pour retravailler sur une série à cause d'une mauvaise expérience qu'il avait eue juste avant. Effectivement, en 1981, George Peppard décroche le rôle de Blake Carrington dans la série Dynasty aux côtés de Linda Evans. Mais son mauvais caractère le met immédiatement en conflit direct avec la production. Il estime que son rôle ressemble trop à celui de J.R. Ewing. Il sera purement et simplement viré de la série après une semaine de tournage. Et ce sera finalement John Forsyth qui obtient le rôle. Toutes les scènes tournées avec Peppard seront refaites avec Forsyth. Dans la série de l'agence Touriste, on peut voir Hannibal avec toujours un cigare dans la bouche. Or, il faut savoir que c'étaient les véritables cigares de l'acteur qu'il prenait de sa réserve personnelle. À côté de cela, Peppard fume plus de 3 paquets de cigarettes par jour pendant la série, ce qui lui amèneront plus tard ses problèmes de santé. Après l'arrêt de l'agence Touriste, l'acteur, malade, ne fera que quelques apparitions, sa dernière étant dans la série Matlock. En 1994, atteint d'un cancer du poumon, Peppard meurt d'une pneumonie à Los Angeles. Il se serait peu de temps avant sa mort réconcilié avec Mr. T. Peppard a été marié 5 fois et était père de 3 enfants. Il était aussi un pilote émérite. Dirk Benedict joue donc le rôle de l'escroc Templeton Peck. Sa carrière débute en 1972 dans le film Georgia, Georgia. Il enchaîne avec un rôle dans la série Hawaii Police d'État, ce qui lui permet d'être remarqué par les producteurs du film Snake. L'année d'après, en 1974, il joue dans la série SOS Hélico. Il enchaîne les petits rôles, dont un dans 2 épisodes de la série Drôle de Dame, ce qui lui permet de décrocher le rôle du lieutenant Starbuck en 1978 dans la série Galactica qui va le rendre célèbre. Il enchaîne ensuite avec des petits rôles avant d'intégrer l'agence Touriste. On pourra ensuite le revoir dans Walker Texas Ranger et Arabesque. Il fera une petite apparition dans les films de l'agence Touriste en 2010. Il a tourné récemment la mini-série After Hell qui vient d'être annoncée. Dirk Benedict a été marié avec Toni Hudson jusqu'en 1995, avec qui il a eu 2 enfants. Il a survécu à un cancer de la prostate en 1974. L'acteur est venu plusieurs fois en France, notamment au salon Mygène Collector en 2011. Après l'agence Touriste, personne ne voulait l'engager car il était catalogué dans une série dite idiote et ringarde. Il dira qu'aucun des acteurs de la série n'aura vraiment de carrière après son arrêt. Mr. T incarne Barracuda, la force de frappe du groupe. Il commence sa carrière comme garde du corps pour des personnalités, puis devient videur dans des nightclubs pendant près de 10 ans. C'est à ce moment-là qu'il se crée son personnage de Mr. T avec ses chaînes. Cela lui permet, et après un petit rôle où il n'est pas crédité dans le film de Blues Brothers, de se faire remarquer par Sylvester Stallone pour jouer le méchant Clubber Lang dans Rocky III. La suite, vous la connaissez. Sa carrière est lancée et il enchaîne avec le rôle de Barracuda dans l'agence Touriste. Après la fin de la série, il continue l'année suivante en 1988 avec TNT, un duo explosif. Après quelques apparitions dans des séries comme Petite Fleur, il fera du doublage de dessins animés. Et ensuite, il fera des guests en son nom à la WWE pour le catch avec Hulk Hogan, et ce jusqu'en 2014. Laurence Thureau, de son vrai nom, a aujourd'hui 70 ans, a été marié avec Phyllis Clark, avec qui il a eu 2 enfants. Dwight Schultz joue Matt Murdock, alias Looping en français. L'acteur commence sa carrière en 1981 par des petits rôles dans des films et séries comme Capitaine Furio ou Chips. Puis en 1983, il intègre la série de l'agence Touriste. Après, il continue tranquillement sa carrière en faisant des apparitions régulières dans les séries américaines comme Au hasard, Alfred Hitchcock présente et La loi et la loi.
Il retrouve un rôle régulier à partir de 1990 avec le personnage du lieutenant Barclay dans la série Star Trek The Next Generation. Il sera d'ailleurs dans le film Premier Contact de 1996. On pourra le voir aussi dans Babylone 5, L'homme de nulle part et d'autres. À partir du début des années 2000, il se consacre au doublage des dessins animés comme Misha Michien, Ben 10 ou encore Avengers Rassemblement. Il reprendra aussi son rôle de Barclay dans Star Trek Voyager et il fera aussi avec Dirk Benedict une petite apparition dans le film de l'agence Tourisque de 2010. Et il continue à ce jour son doublage sur la série Ben 10. L'acteur a encore fait du doublage pour des dessins animés en 2022. Il a aujourd'hui 75 ans, il est marié avec la jolie actrice Wendy Fulton, que l'on a pu voir dans K2000, Côte Ouest, V, et avec qui il a eu un enfant. L'acteur est apparu avec Dirk Benedict à la convention Facts en Belgique en 2010. Melinda Culea commence sa carrière à 20 ans comme mannequin. Elle fait alors quelques publicités dont une assez remarquée pour Burger King. Cela lui permet de commencer à la télévision en 1981 dans le pilote du téléfilm Dear Teacher qui n'a pas marché. On peut ensuite la voir dans quelques séries comme Devlin Connection ou L'île fantastique avant d'avoir le rôle d'Amy AAA Allen dans l'agence Tourisque. Malheureusement évincée à la seconde saison, l'actrice continuera sa carrière dans les séries Glitter, Hospital St. Elsewhere, Côte Ouest. On pourra également la voir dans Salut les frangins, puis ensuite dans quelques petits rôles dans des séries comme X-Files jusqu'en 2001. Elle est mariée au réalisateur Peter Markle et a aujourd'hui 67 ans. Marla Isley ne fera qu'une courte apparition dans la série. Elle sera présentée comme une amie et collègue d'Amy Allen. Marla Isley a raconté qu'en arrivant sur la série, George Peppard l'aurait prise à part. Il lui aurait dit, droit dans les yeux, qu'elle n'avait pas sa place dans le show car c'était une série d'hommes. L'actrice n'apparaîtra que le temps d'une dizaine d'épisodes et n'aura pas une grande carrière. Elle est mariée à Christopher Harriman et a aujourd'hui 63 ans. Pas mal de vedettes sont passées dans la série L'agence Tourisque, comme toujours. Nous ne vous en présentons que quelques-unes, à vous de dénicher les autres. La série débarque en France en juillet 1984 sur TF1 pour les 4 premières saisons. Il faudra attendre 9 ans pour voir la saison 5 sur les chaînes RTL TV1 et RTL TV puis sur TF1. La série sera ensuite rediffusée sur M6 entre 2002 et 2004, sur TMC de 2010 à 2013 et en 2016 sur RTL 9. Elle fut également rediffusée en 2022 sur RTL 9. C'est le regretté Dominique Paturel qui double George Peppard et disait l'intro du début de la série. C'est aussi lui qui faisait l'intro du générique français de Capitaine Flamme. On a pu aussi le voir dans la série Commissaire Moulin de 1976, dans l'épisode Une promenade en forêt, entre autres. L'acteur a également fait du théâtre et du cinéma. Il a eu une carrière bien remplie. Dominique Paturel est mort en février 2022. Guy Chapelier double Dirk Benedict. Dwight Schultz est doublé par l'inimitable Francis Lax et Henri Djanik double Barracuda. Melinda Culea était doublée par Catherine Lafont, qui doublait également Marla Isley, et Robert Vaught par Roger Rudel. Enfin, Eddie Velez, lui, était doublé par José Lucioni. C'est Daniel Gall, le doubleur d'Actarus dans Goldorak, qui doublait Lance Lego en alternance avec Bernard Voringer et Michel Paulin. Ce doublage assez réussi retranscrit bien l'humour et les punchlines de l'équipe d'Hannibal. Le générique français est interprété par Noam, mais il ne chante pas seul. Comme pour le générique du dessin animé Mask, Noam est accompagné en duo de Nick Carr, qui était aussi le chanteur du générique de Jace et les Conquérants de la Lumière. Un reboot de la série fut envisagé pendant un moment. Mr. T en a parlé dans une interview, mais rien n'a jamais filtré et rien ne s'est jamais concrétisé. Il a expliqué qu'il y avait une certaine alchimie entre lui et les autres acteurs, et si reboot il y avait, ce serait différent. D'une part, il avait adoré son rôle car, en dehors du tournage, il pouvait aller dans les hôpitaux pour aider des vrais vétérans de la guerre. D'autre part, la série n'était pas violente à l'extrême et il n'y avait aucun mort. Si reboot il y avait eu, et qu'il aurait dû tuer des personnages, Mr. T aurait refusé.
C'est en 2010 que sort le film The A-Team. Ils mettent en vedette Liam Neeson dans le rôle d'Hannibal, Bradley Cooper dans le rôle de Templeton Peck dit Le Futé, Quinton Rampage Jackson incarne Barracuda et c'est Sharlto Copley qui interprète Looping. On trouve également Jessica Biel qui joue Charissa Souza et Gerald McRaney dans le rôle du général Russell Morrison. Il est réalisé par Joey Carnahan, d'après un scénario de Carnahan, Skip Wood et de Brian Bloom, qui est également acteur dans le film et joue le rôle de Brock Peak. L'histoire narre celle de Futé, qui veut libérer une femme des griffes du bandit et général Tuco au Mexique. Hannibal, censé venir l'aider à s'échapper, est lui aussi retenu par des policiers mexicains qui travaillent pour Tuco. Mais Hannibal arrive à s'évader et recrute Barracuda qui vient juste de décider d'arrêter de voler des voitures. Ils libèrent tous le Futé et la fille et s'enfuient aux USA avec l'aide de Matt Murdock, un pilote génial mais complètement fou. L'équipe d'Hannibal est formée et Tuco est tué. 8 ans plus tard et 80 missions réussies, Hannibal en Irak est contacté par Lynch, un agent de la CIA, pour récupérer à Bagdad des planches à billets de dollars américains qui pourraient déstabiliser l'économie, ainsi qu'$1 milliard en fausse monnaie. La mission est réussie, mais Ross, le général, qui a autorisé l'opération et qui était leur seul alibi, est tué. L'argent détruit et les plaques ont disparu. Jugé et reconnu coupable, l'agence Touriste est emprisonnée. Ils s'échappent et vont en Allemagne pour arrêter le véritable voleur et récupérer les planches à billets. En fait, le film raconte l'intro du générique de la série et donc la genèse de l'équipe. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants, etc., etc. Assez éloigné tout de même de la série, le plus gênant est le fait que tout d'abord, c'est le Futé qui est le personnage principal du film, puis il y a l'inversion des rôles à la fin de celui-ci, où c'est Hannibal qui se retrouve à court d'idées et demande au Futé s'il n'a pas un plan pour les sortir de la galère. On croit rêver. Le film n'est pas vraiment mauvais, et il y a même 1 ou 2 bonnes scènes, mais on ne retrouve pas la magie de la série originale. C'est Alan Silvestri qui a composé la bande musicale, et Stephen J. Cannell en est le producteur. Le projet du film était sur les rails depuis les années 90. Cannell voulait réactualiser l'action en la plaçant pendant la guerre du Golfe. Mais le projet est passé dans plusieurs mains de scénaristes et a été mis en sommeil plusieurs fois de suite. John Singleton devait initialement diriger le projet, mais il se retirera en 2008. Singleton avait approché Ice Cube pour le rôle de Barracuda. Doté d'un budget de $80 millions, le film coûtera au final $100 millions, $110 millions moins les crédits d'impôt. Il ne rapportera que $177 millions au box-office, fermant définitivement la possibilité de faire une suite. Le film recevra des critiques mitigées. À noter que Dirk Benedict et Dwight Schultz font un caméo dans la scène post-générique du film. Samuel Labarthe double Liam Neeson, Alexis Victor double Bradley Cooper, Philippe Bozo double Sharlto Copley, Franz Confiac double Keaton Jackson et Vanina Pradier double Jessica Biel. La version française n'est vraiment pas exceptionnelle. La série a été éditée dans son intégralité en DVD aux USA, en coffret séparé et en intégrale. L'intégrale existe également en Blu-ray. En France, la série a été elle aussi éditée en DVD, en coffret séparé et en coffret d'intégrale avec des packagings différents, dont un qui reprend le fameux van de Barracuda. Elephant Film a bien entendu sorti la série dans son intégralité en Blu-ray et le film est également en DVD et en Blu-ray. Dans les produits dérivés, vous retrouverez la fameuse camionnette de Barracuda, avec sa petite figurine. Mais pas seulement, les figurines des autres membres de l'équipe sont également disponibles. Elles sont déclinées dans différentes versions, et vous avez même Amy AAA Allen. Il y a aussi d'autres véhicules de sortie, comme un hélicoptère par exemple, ou encore la corvette de Futé. Vous avez droit aussi à des lunchbox, des puzzles, des BD et plein d'autres choses. Comme d'habitude, nous ne vous montrons qu'un échantillon. À vous de trouver les goodies de vos rêves sur la série. Nous terminerons cette émission en vous disant que pour la musique, vous avez le choix entre le CD contenant les musiques de la série ou la version MP3 ou en streaming sur Amazon. Et bien sûr, vous pouvez aussi trouver le générique français en 45 tours édité par Saban Records.
Quant à nous, nous nous retrouverons exceptionnellement au mois de septembre avec une émission très spéciale pour fêter les 5 ans effectifs de la chaîne. On ne vous en dit pas plus, vous découvrirez la prochaine série traitée dans notre vidéo à venir avec la petite bande-annonce qui arrivera bientôt. Prenez soin de vous, bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles. Retrouvez également Phase S, les séries cultes, sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.